Donc merci au groupe de travail pour le choix de ce thème maladie osseuse condensante. C'est en fait un thème beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît quand on réfléchit à la démarche diagnostique. Et j'avoue que je me suis un tout petit peu torturée pour essayer d'être le plus pratique possible et d'aboutir à une démarche diagnostique cohérente. Donc je suis désolée à l'avance parce que je vais survoler un tout petit peu. Mais j'ai essayé de me mettre dans la situation d'un clinicien qui est du signe d'appel possible et du moyen d'aboutir au diagnostic. Donc juste pour resituer le groupe des maladies osseuses condensantes, c'est donc par définition une augmentation de la densité osseuse, résultat d'un déséquilibre entre formation osseuse ostéoblaste et résorption ostéoclaste. C'est finalement un groupe extrêmement hétérogène avec plus de 30 entités définies sur le plan clinique et radiologique. Un groupe très hétérogène génétiquement avec plus de 20 gènes différents et également une très grande variabilité clinique intrafamiliale avec dans une même famille des formes sévères et des formes asymptomatiques. La définition, c'est augmentation du contenu minéral, augmentation de la masse osseuse. Et il y a eu plusieurs propositions de classification. Une classification physiopathologique qui est probablement la plus satisfaisante, en distinguant les pathologies en rapport avec une anomalie de l'ostéoclaste et les pathologies en rapport avec un excès de formation osseuse. Une classification anatomique sur la description radiologique. Les signes d'appel sont variés, différents en fonction de l'âge, et il existe vraiment une très grande variabilité du pronostic. Alors j'exclus évidemment toutes les causes acquises, dont Martine parlera peut-être, puisque c'est vraiment l'apanage de l'adulte, iatrogène, en particulier les biphosphonates, pathologie maligne, ostéodystrophie rénale, Paget, qui impose par définition de faire un bilan de débrouillage, NFS-VS, électrophorèse des protides, bilan phosphocalcique et fluorémie. Mais c'est peu le cas des présentations pédiatriques. J'ai juste mis des images de patients ostéogenèse imparfaite traités par biphosphonate au long cours, et vous voyez que vous avez une maladie osseuse condensante généralisée avec un os très pathologique, encore plus friable, avec donc cet effet iatrogène des biphosphonates au long cours. Alors, si on repart de la classification internationale, qui est finalement assez décevante avec le recul, parce elle est de peu d'aide dans une démarche diagnostique, cette classification internationale qui est révisée tous les 4 ans, et donc il va y avoir une nouvelle version très prochainement, distingue 3 groupes, des formes néonatales dites ostéosclérotiques, dont on dirait un tout petit peu mot, qui sont à part, en raison de la précocité et de la sévérité des manifestations. Et on voit dedans en particulier la dysplasie de Blumstrang, desmostérolose, café et René. Un groupe large qui s'appelle ostéopétrose et pathologie associée, ce qui ne veut pas dire grand-chose parce qu'ils mettent dans ce deuxième groupe des choses très différentes, avec en particulier la méloréostose, la dysostéosclérose et toutes les formes d'ostéopétrose. Et puis un troisième groupe qui s'appelle Other Sclerosing Bone Disorder, avec dedans tout ce qui est dysplasie diaphysaire, hématodiaphysaire et hyperostose endostale. Donc finalement, cette classification internationale, elle est de peu d'aide. Clairement, c'est la physiopathologie qui semble le plus intéressante parce qu'il y a des signes d'appel différents si on a une pathologie de l'ostéoclaste ou une pathologie de l'ostéoblaste. Avec toute la machinerie ostéoclastique qui peut être impliquée, on aura tout le groupe des ostéopétroses, avec un os qui sera pathologique et un risque de fracture, à l'inverse de la pathologie de l'ostéoblaste, où on est dans un excès de formation osseuse, et on aura des signes d'appel différents. Et là, on fait intervenir les voies de signalisation Wnt, TGF-bêta, voire écosanoïdes, comme on le verra. Donc c'est probablement la classification qui a le plus d'intérêt. Il y a également l'intérêt d'une classification anatomique, puisque c'est comme ça qu'on fait le diagnostic, c'est sur la radiologie, où on va différencier les formes généralisées, ostéopétrose, les formes plutôt métaphysaires, avec par exemple la dysplasie crânio-métaphysaire, les formes diaphysaires, avec le syndrome de Camurati-Angelman, crânio-faciale, Van Buchem, et enfin, il faut bien intégrer également les formes très inhomogènes, telles que l'ostéopystylie, qui est représentée aussi ici, et la méloréostose. Et puis, j'ai réfléchi aux signes d'appel. Alors, je pense qu'il ne marche pas, le pointeur, mais ce n'est pas très grave.
Je peux utiliser la souris peut-être. Signes d'appel qui sont communs à tous, c'est probablement les compressions des nerfs crâniens, puisque l'atteinte crânio-faciale est présente dans la plupart de ces maladies osseuses condensantes. Donc le signe d'appel peut être vraiment surdité, paralysie faciale, atrophie optique. Des signes d'appel qui sont plus spécifiques, des ostéopétroses, pathologie de l'ostéoclaste, c'est fractures, insuffisance médulaire, hypocalcémie. Et après, on a douleur partout, anomalie dentaire, ostéomyélite de la mandibule, éventuellement syndrome inflammatoire, et puis surtout asymptomatique de découverte fortuite dans un nombre non négligeable de cas. Donc j'en arrive à la classification que j'ai envisagée pour être le plus pratique possible et me mettre vraiment dans la situation d'un clinique, de démarche diagnostique. J'ai décidé de distinguer d'une part les formes fétales, pour commencer, après ostéopétrose pycnodysostose, pathologie de l'ostéoclaste, la dysplasie crânio-métaphysaire qui est à part, puis tout ce qui est masse osseuse élevée, les dysplasies diaphysaires et enfin les formes non homogènes. Alors si on revient sur les formes fétales, j'ai choisi 2 flashs. Donc on répète précocité d'apparition et de sévérité, atteinte vraiment généralisée. 2 formes qui sont particulièrement sévères. D'une part le syndrome de Raynaud, dont vous avez des photos ici, qui est compatible avec la vie dans quelques cas, qui va se traduire par une ostéosclérose diffuse très importante, avec également un épaississement très important de la corticale, qui atteint à la fois la mandibule, les clavicules, les côtes et les os longs. Donc avec une dysmorphie faciale marquée, une exophthalmie en particulier, des apnées, un décès dans les premiers jours de vie, mais également des diagnostics de fétopathologie. Il y a de la littérature qui rapporte de temps en temps une hypocalcémie, de temps en temps une hypophosphatémie, mais ça n'a pas l'air du tout consistant. Le gène qui en est responsable, c'est FAM20C. Les mutations sont présentes à l'état autosomique récessif. C'est une kinase qui va phosphoryler les caséines et qui va jouer un rôle direct dans la biominéralisation. Et puis je me suis arrêtée sur le café. Kenny café d'un côté et maladie de café de l'autre, donc des pathologies très différentes. Maladie de café, 2 formes. Une forme localisée avec une hyperostose corticale très localisée avec un diaphyse qui est fusiforme dédoublé, qui s'associe à des douleurs, des accès fébriles et des poussées. Et puis une forme généralisée dont le diagnostic peut être fait en anténatal, que vous avez ici, avec tous les os longs qui sont affectés, souvent associés en anténatal à un hydramnios et qui conduit à une interruption médicale de grossesse. La plupart des formes généralisées sont sans base moléculaire identifiée à ce jour. Il existe des formes autosomales récessives. Il y a très certainement des intoxications et des facteurs acquis dans la maladie de café, en particulier les prostaglandines et la vitamine E. Mais il a été rapporté à la fois dans des formes localisées et dans des formes généralisées des mutations hétérozygotes de col 1 à 1. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a des cafés, on a l'habitude de rechercher cette mutation majoritaire, en sachant que les conséquences de cette mutation sur cette hyperostose corticale ne sont pas bien comprises à ce jour. Et puis un cadre diagnostique complètement différent qui s'appelle le Kenny café, dont il existe une présentation fétale anténatale qui s'appelle l'ostéocraniosténose, que vous avez ici. Donc une condensation osseuse généralisée avec des os longs extrêmement graciles, caractérisés par une sténose diaphysaire que vous voyez très bien ici. Donc ça, c'est un diagnostic éventuellement de fétopathologie, avec 2 types. Le type 1 qui est transmis sur un mode autosomique récessif qui est en rapport avec des mutations de la tubuline. Et dans ces types, il existe hypocalcémie, hypoparathyroïdie, donc c'est une pathologie endocrinienne, prise en charge par les endocrinologues. Le type 2, autosomique dominant, des mutations de FAM111, avec cette forme fétale ostéocraniosténose et une forme compatible avec la vie, avec un très gros retard de croissance. Et on a en tout cas une sténose diaphysaire avec des os longs grêles qui sont l'élément très évocateur de ce cadre diagnostique. Alors on aborde maintenant ostéoclaste. Donc quand on est dans une pathologie de l'ostéoclaste, on a 2 grands cadres diagnostiques, ostéopétrose et le grand diagnostic différentiel qui est pycnodysostose. Grand diagnostic différentiel parce que le pronostic est complètement différent. Dans la pycnodysostose, on ne va jamais discuter d'une crave de moelle. Donc on est dans une condensation osseuse généralisée avec des corticales qui sont très épaisses, un canal médulaire qui rétrécit, voire absent,
Et on a un os qui est fragile, donc on a un vrai risque fracturel qui est vraiment la différence avec les pathologies de l'ostéoblaste. Et vous avez ici la machinerie ostéoclastique qui est impliquée dans ce groupe de maladies osseuses condensantes généralisées. Une très grande hétérogénéité génétique, une classification qui est basée sur la sévérité, les formes malignes qui sont des urgences diagnostiques, dont Despina parlera en raison de la possibilité de greffe de moelle, d'autres formes qui peuvent être sévères pour lesquelles la greffe de moelle est aujourd'hui discutée dans ces formes intermédiaires qui peuvent être sévères, les formes tardives de l'adulte, avec acidose rénale et des formes syndromiques. Donc là, les symptômes, ils vont être liés d'une part au remodelage osseux, donc on a fracture, possibilité d'hypocalcémie, et la porte d'entrée peut vraiment être l'hypocalcémie, anomalie de l'hématopoïèse en raison du rétrécissement du canal médulaire, et là, on a le risque de pancytopénie, greffe de moelle, et puis compression des nerfs crâniens, donc porte d'entrée, atrophie optique, paralysie faciale, surdité. Donc l'urgence, c'est la forme maligne. Les enfants vont se présenter dans la période néonatale avec anémie, altération de l'état général et fatigue en rapport avec probablement une pancytopénie. On a des enfants avec des ostéopétroses récessives malignes qui se présentent avec des atrophies optiques et on a des enfants qui se sont présentés avec des hypocalcémies et des épilepsies en rapport avec cette hypocalcémie. Donc il faut vraiment y penser devant une hypocalcémie. Et puis on a les atteintes osseuses, ralentissement de la croissance, fracture, dans le cours de l'évolution de la maladie ostéomyélite, et évidemment la mortalité elle est en rapport avec la pancytopénie qui nécessite une greffe de moelle précoce, d'où l'urgence diagnostique. La discussion de greffe de moelle, elle sera vraiment faite si les enfants ont une atrophie optique, s'ils ont une déficience intellectuelle, s'ils ont un décalage psychomoteur. Et il y a deux pathologies pour lesquelles la greffe de moelle n'est pas réalisée. Évidemment, les anomalies de Rank-Ligand parce qu'il n'y a pas d'efficacité et les anomalies d'OSTM1 parce que ce sont des formes neurologiques. Donc juste des images d'ostéopétrose maligne, une densification avec une absence de remodelage osseux, une atteinte des métaphyses qui est très importante, avec des aspects de pseudo-rachitisme, des images très denses en cône au niveau des phalanges, une diminution puis une disparition des cavités médulaires et une fréquence des fractures. Donc un cadre diagnostique très hétérogène avec un défaut de la machinerie ostéoclastique, avec soit une anomalie d'enzymes de l'ostéoclaste qui vont entraîner des anomalies de l'acidification des lacunes de résorption, soit un défaut primaire des ostéoclastes avec un défaut de différenciation et ou de la fonction des ostéoclastes. Et il existe des formes riches ou pauvres en ostéoclastes avec des ostéoclastes qui sont non fonctionnels. Les formes tardives, faut juste pour rappeler que longtemps l'ostéopétrose, il a été décrit une ostéopétrose de type 1 qui est maintenant rebaptisée ostéosclérose parce que c'est une pathologie de l'ostéoblaste, mais vous le retrouverez sûrement. Donc on ne parle plus d'ostéopétrose de type 1 mais d'ostéosclérose et on aborde la voie de signalisation WIN tout à l'heure. Donc là on parle de l'ostéopétrose de type 2 segmentaire, mutation du canal chlore qui est également responsable de formes récessives malignes et de formes intermédiaires et qui va atteindre électivement plateaux vertébraux et l'ilia qui est basse du crâne, avec là encore des anomalies des métaphyses, avec des métaphyses qui sont larges et des striations longitudinales. Donc c'est transmis sur un mode autosomique dominant, une très grande variabilité d'expressivité, asymptomatique dans 30% des cas, à nouveau mode d'entrée, fracture des os longs, compression des nerfs crâniens, paralysie faciale, surdité, atrophie optique, complications orthopédiques, coxarthrose, ostéomyélite de la mandibule, une anémie possible, une élévation possible des phosphatases acides tartrate résistantes, et puis peut-être des perspectives thérapeutiques développées par le groupe d'Anatati avec des siRNA qui ciblent spécifiquement les mutations du canal chlore, et ça c'est très intéressant, en dehors de la greffe de moelle. Donc quelques images où on voit très bien l'aspect en sandwich des vertèbres. Et ça, c'est une observation. Ce petit garçon était venu en consultation pour une anémie. Il a des radiographies de squelette. On a l'impression d'une maladie osseuse condensante généralisée, une ostéopétrose. En fait, il ne développera jamais de pancytopénie. Il va évoluer très favorablement. Il a une mutation dans le canal chlore, tout comme sa maman, qui était complètement asymptomatique. Et c'est vraiment la découverte systématique, les radiographies systématiques, qui mettent en évidence une forme dominante, mutation de canal chlore. Je vous rappelle que c'est un os fragile qui se fracture. Intermédiaire et modéré, pas toujours modéré. Ici, ce sont deux formes d'ostéopétrose intermédiaire en rapport avec des mutations présentes à l'état homozygote dans le canal chlore.
on retrouve une condensation osseuse généralisée avec, chez cette petite fille, une compression des nerfs crâniens sans possibilité thérapeutique. Elle a été longtemps discutée en greffe de moelle et récurisée parce qu'elle avait elle avait déjà une atteinte, une paralysie de ses nerfs crâniens. Elle avait une anémie, elle n'a jamais eu de pancytopénie. Et là, pareil, parents consanguins. Les parents n'ont rien. Ils ont la mutation présente à l'état hétérozygote sans aucune manifestation. Et elle a hérité de la mutation à l'état homozygote dans le canal chlore. Et vous voyez bien une condensation osseuse généralisée. Deux formes à connaître, c'est d'une part le déficit en anhydrase carbonique, là encore mode de présentation fracture, mais surtout acidose tubulaire rénale, et cette acidose tubulaire rénale nécessite un traitement par alcalinisation. Le pronostic de la maladie osseuse condensante, il est assez péjoratif, avec retard psychomoteur, retard statural, calcification cérébrale et déficience intellectuelle, et ostéoclérose diffuse. Mais là, on doit alcaliniser. Et enfin, la dernière forme syndromique, c'est OLEDAD, acronyme. OLEDAD pour ostéopétrose, lymphœdème, dysplasie ectodermique et déficit immunitaire. Donc, c'est une pathologie qui est récessive liée à l'X. Les mamans sont porteuses de dysplasie ectodermique et les garçons ont cette forme syndromique sévère, avec le plus souvent un décès dans les premières années de vie dans un contexte d'infection. Donc là, on est vraiment dans un cadre syndromique large, en rapport avec des mutations du gène NEMO, qui va avoir un rôle direct sur l'expression d'OPG et RANK-ligand. Et vous voyez ici très bien le lymphœdème, la dysplasie ectodermique, la condensation osseuse généralisée, et ces enfants décèdent dans un contexte de déficit immunitaire. Et donc c'est une pathologie récessive liée à l'X. Alors, le grand diagnostic différentiel, c'est la pycnodysostose. Le pronostic est bien meilleur sur le plan hématologique, mais c'est une maladie osseuse finalement sévère qui va s'associer à un retard de croissance avec une taille finale aux alentours de 1,30 m, 1,50 m. Le mode d'entrée, c'est souvent une fontanelle antérieure qui est ouverte avec un crâne volumineux, une dysmorphie faciale avec une exophthalmie, des sclérotiques bleus, une hypoplasie du maxillaire inférieur, les anomalies dentaires. Dans la période pédiatrique, il existe souvent une laryngomalacie et des apnées du sommeil. Et vous savez que le mode de transmission est autosomique récessif, en rapport avec des mutations de la catepsine K qui jouent un rôle sur la matrice extracellulaire. L'évolution, elle est dominée par la prise en charge dentaire, par l'insuffisance staturale qui est sévère et pour lequel un traitement par hormone de croissance peut être proposé, et plus tard par les douleurs lombaires avec fracture des pédicules et spondylolesthésis, et puis obésité qui ne va pas se faciliter la prise en charge à l'âge adulte. Donc voici les radiographies. Condensation osseuse généralisée sans striation. On a une base et une voûte du crâne qui est condensée, élargissement des sutures. On a souvent des ovormiens, une grande fontanelle, et surtout, ce qui va permettre le diagnostic, c'est la main, avec l'aspect en diabolo et la lisse des phalanges distales. Et c'est vraiment la main qui est la clé pour le diagnostic de pycnodysostose, main que je vous ai remis en grand, où on voit très bien la lisse des phalanges distales. Et il y a encore des erreurs diagnostiques ostéopétrose, pycnodysostose. Donc la main est clé. Et je vous rappelle que l'os est pathologique et qu'il y a un vrai risque fracturaire. Donc après, j'ai mis à part le crâniométaphysère. Je l'ai mis à part parce qu'en fait, c'est une pathologie à la fois de l'ostéoblaste et de l'ostéoclaste. Et c'est important parce que quand on parle d'ostéoclaste, on garde en mémoire greffe de moelle, forcément. Et dans la dysplasie crâniométaphysère, on a une petite fille qu'on a pris en charge avec Despina qui a été greffée. Et la greffe de moelle, en tout cas, marche sur l'hyperostose de la base du crâne et de la face. Donc c'est très important dans la prise en charge thérapeutique, qui n'est pas du tout le cas des dysplasies crânio-diaphysaires qu'on verra après. Donc dysplasie crânio-métaphysaire, hyperostose de la base du crâne et de la face, vous voyez. Donc c'est ça qui domine, hein. Le signe d'entrée, c'est surdité, paralysie faciale, atrophie optique. Donc c'est vraiment l'atteinte de la face qui va être le point d'appel. Et moi, la première petite fille que j'ai venue est venue en consultation pour une paralysie faciale à l'âge de 2 ans. Paralysie faciale une fois, puis 2 fois, et c'est là qu'on a fait des radiographies. Donc c'est vraiment cette hyperostose de la base du crâne et de la face qui domine, avec un comblement progressif du relief du visage et avec peu de perspectives thérapeutiques, puisqu'en fait on peut décompresser, mais évidemment l'hyperostose va recommencer. Il s'y associe un défaut de modelage des os longs, que vous voyez très bien ici, avec un bassin hiérarchique qui est épargné, et une déminéralisation des métaphyses. Donc le gène qui en est... Là c'est le même enfant, hein.
enfant, adulte. Donc on voit une disparition des reliefs du visage très importante, sans perspective thérapeutique, si ce n'est la décompression des nerfs crâniens et avec une récurrence de la compression des nerfs crâniens. Donc le gène qui en est responsable, c'est ANK, c'est un transporteur intracellulaire du pyrophosphate dans la matrice extracellulaire, inhibiteur de la minéralisation, probablement effet dominant négatif, pas très bien compris, qui affecte à la fois les ostéoblastes et les ostéoclastes. Mais le point important, c'est que la greffe de moelle a en tout cas un effet bénéfique sur la craniosclénose, il faut la décider très tôt, et en tout cas va éviter la compression des nerfs crâniens. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à part, parce que c'est une des rares pathologies où la greffe de moelle peut être discutée. Alors on aborde maintenant tout ce qui est activation de la voie Wnt, augmentation de la masse osseuse. J'ai mis à nouveau un crâne parce qu'il y a une craniosclénose et donc la porte d'entrée paralysie des nerfs crâniens est vraiment importante à discuter. Il y a deux grands cas diagnostiques. Ostéopathie striée avec craniosclérose, donc c'est vraiment la présence des striations chez les femmes qui va emporter la conviction clinique. Et puis le groupe craniodiaphysaire, hyperostosendostase, sclérostéose. Et là on aborde SOST, LRP4, LRP5. Donc j'ai juste mis cette diapositive pour vous rappeler que la voie Wnt elle est finalement clé en formation et qu'un excès de formation va être responsable d'un excès de masse osseuse, défaut ostéogenèse imparfaite, et que finalement cette voie Wnt elle est centrale pour les perspectives thérapeutiques, en particulier de l'ostéogenèse imparfaite. Premier cadre diagnostique dans ce contexte de l'activation de la voie Wnt, ostéopathie striée avec sclérose de la base du crâne. Donc c'est une pathologie dominante liée à l'X, dont les femmes sont symptomatiques. Et c'est elles qui vont avoir des striations. Il existe une sclérose de la voûte du crâne, chez les femmes macrocéphalie, compression des nerfs crâniens, et c'est au contraire une pathologie très sévère chez les garçons, souvent un diagnostic de fœtopathologie, avec des malformations diverses. Pierre Robin, agénésie du corps calleux, cardiomyopathie et malformation intestinale. Chez les garçons, il existe une augmentation de condensation osseuse, mais il n'existe pas de striation. Donc il ne faut pas attendre les striations chez le garçon. Et donc on a une vraie létalité. Donc vous avez ici une observation avec une macrocéphalie, une dysmorphie faciale très importante. Là, il y avait un Pierre Robin, une macrocéphalie, une sclérose du crâne très importante, et on devine les striations. Et là, c'est une jeune femme qui a un petit décalage intellectuel, fente palatine, difficulté d'apprentissage. On retrouve l'atteinte des os longs et du crâne, les striations très importantes, que l'on retrouve au niveau des os longs, au niveau du bassin, au niveau des omoplates. Et vous avez un bassin en gros. Striation chez la femme, ostéopathie striée avec sclérose de la voûte du crâne. Chez les garçons, on est dans un tableau polymalformatif de fœtopathologie et on va avoir omphalocèle, cardiopathie, anomalie génito-urinaire. Et vous voyez qu'il n'y a pas de striation. On est vraiment dans une condensation osseuse généralisée qui distingue les garçons fœtus des femmes dans un mode dominant lié à l'X. Il existe quelques adultes garçons qui ont été rapportés avec des mutations spécifiques de WNTX qui sont beaucoup moins sévères et avec des conséquences fonctionnelles différentes. Donc le gène qui en est responsable, c'est WTX. C'est un récepteur de la voie de signalisation de Wnt. Et donc là, on a une activation par définition de la voie Wnt. Après, on aborde augmentation de la masse osseuse, craniodiaphysaire, hyperostosendostale et sclérostéose. Et là, on va décliner SOST, LRP5 et LRP4. Avec d'apport SOST sclérostine, dysplasie craniodiaphysaire, c'est une pathologie sévère, c'est la plus sévère de ce groupe. Mode d'entrée, obstruction nasale, compression du nerf crânien, ça ressemble au craniométaphysaire, mais on ne peut pas évidemment faire de greffe de moelle, ce n'est pas une pathologie de l'ostéoclaste. C'est la forme dominante, mutation hétérozygote, effet dominant négatif dans SOST. Donc on a SOST qui va entraîner normalement une inactivation de la voie Wnt, et là on a une activation de la voie Wnt. Et vous voyez qu'on a une hyperostose majeure du crâne, mais également une atteinte diaphysaire très importante. On a ensuite le Van Buchem, avec un aspect très massif de la mandibule, où on retrouve des délétions homozygotes situées à distance de SOST, avec une compression des nerfs crâniens, mais également, c'est surtout l'aspect massif de la mandibule, Van Buchem, et puis très proche, la sclérostéose, mutation homozygote de SOST, mais qui s'en distingue par la présence des syndactylies 2-3, anomalies des mains qui sont fréquentes dans les anomalies de la voie Wnt, avec également l'aspect massif de la mandibule, l'avance staturale, et là encore, compression des nerfs crâniens. Donc là, on a vu SOST, perte de fonction,
activation de la voie Wnt. On a ensuite LRP5, qui est, cette fois, on va avoir des mutations gain de fonction, une forme modérée, avec juste le torus palatin, une mandibule qui est large, mais pas de compression des nerfs crâniens, forme dominante qui s'appelle également le VORS. L'ostéopétrose de type 1 ou ostéosclérose, qui était donc intitulée ostéopétrose de type 1, qui est maintenant rebaptisée dans les ostéoscléroses, qui est encore là une fois une mutation gain de fonction de l'RP5. Et là, on a vraiment une condensation osseuse généralisée, à la fois les os longs et le crâne, avec une corticale épaisse. On n'a pas de fracture, on est dans une pathologie de l'ostéoblaste, et on a douleur, paralysie des nerfs crâniens et surtout 30% asymptomatique. Donc là, on est dans une forme généralisée d'ostéosclérose avec une mutation gain de fonction du LRP5. Et puis l'ostéosclérose de type 2, cette fois, ce sont des mutations homozygotes de LRP4 qui est un facilitateur de l'action de SOST. Donc, on a des conséquences équivalentes à SOST. Et donc, ce sont des mutations de perte de fonction. Et on se retrouve également dans une activation de la voie Wnt. Et on retrouve la syndactylie, comme dans toutes les anomalies d'activation de la voie Wnt, dysplasie des ongles, hypercaloriisme, surdité, paralysie faciale. Donc on a SOST perte de fonction, LRP4 perte de fonction et LRP5 gain de fonction, activation de la voie Wnt et tout ce cadre diagnostique allant du crânio-diaphysaire en passant par la sclérostose endostale et les ostéoscléroses. Et je pense que Martine en reparlera. Avant-dernier groupe, anomalie diaphysaire. Et là, j'ai mis ensemble deux syndromes, la dysplasie diaphysaire de Camurati-Engelmann et le syndrome de Gossal, parce que ce sont deux vrais diagnostics différentiels. Et là, la porte d'entrée, c'est douleur, cachexie, fatigabilité. Donc nous, les enfants conçus en pédiatrie, ce qui domine quand on les voit en consultation, c'est la maigreur. Ce sont des enfants qui ont zéro graisse, avec une masse musculaire qui est complètement absente, qui sont marfanoïdes. Donc ils sont extrêmement douloureux par poussée. Donc deux formes. D'abord le Camurati-Engelmann. Vous voyez l'allure marfanoïde, ils ont une avance naturelle, ils sont avant tout maigres, cachectiques, ils vont consulter pour des douleurs musculaires, pour une démarche dandinante. Donc on se retrouve vraiment dans une allure marfanoïde, avec là encore une grande variabilité clinique. Il existe une atteinte du crâne, et donc parfois ils vont présenter des céphalées, fatigabilité, là encore il existe une très grande variabilité, avec dans une même famille des enfants très symptomatiques et un parent qui peut être complètement asymptomatique. Et sur le plan radiologique, on a une vraie dysplasie diaphysaire, avec un aspect fusiforme des diaphyses, vraiment pathognomonique de ces cadres diagnostiques, associé quand même à une atteinte du crâne, ce qui peut expliquer les céphalées. Et on a une vraie variabilité de sévérité, avec certains adultes qui auront une dysplasie diaphysaire et d'autres cet aspect fusiforme très pathologique, très sévère. Donc voilà, des Camurati-Engelmann dans une forme très sévère. C'est la vraie vie. Le gène qui en est responsable, c'est TGF-bêta. Il existe un hotspot de mutation avec une mutation qui est localisée dans l'exon qui code pour le site de dimérisation du lab. Donc on va avoir une activation précoce du TGF-bêta. Donc ça c'est important. Activation de TGF-bêta comme mode physiopathologique. Très grande variabilité clinique avec dans une même famille asymptomatique, très symptomatique. Chez l'enfant, en tout cas nous, ce qui domine, c'est la cachexie, la fatigabilité, les douleurs et efficacité des corticoïdes sur les poussées. Et puis le diagnostic différentiel qui a été longtemps mélangé dans la littérature avec des Camurati qui sont rapportés avec des pancytopénies mais qui sont en fait des dysplasies hématodiaphysaires de Gossal. C'est le syndrome de Gossal qui est lui transmis sur un mode autosomique récessif qui se distingue du Camurati-Engelmann par le syndrome inflammatoire et par l'atteinte hématologique. Le mode d'entrée, c'est souvent thrombopénie, anémie, mais point très important, les corticoïdes sont efficaces. Donc vous faites le diagnostic de dysplasie hématodiaphysaire de Gossal avec une pancytopénie, on traite par corticoïdes et l'anémie répond parfaitement aux corticoïdes. Ils sont douloureux, ils sont cachectiques, ils sont fatigables, ils ressemblent au Camurati, mais le mode de transmission est autosomique récessif, on les traite par corticoïdes et voilà l'aspect des os longs. On est dans une dysplasie diaphysaire, très similaire.
On a pu recruter un certain nombre de familles de dysplasie de Gossal, et là encore, on retrouve des enfants qui ont une pancytopénie en mode d'entrée, et on fait des radiographies dans la fratrie. On retrouve que dans la fratrie, d'autres enfants ont une dysplasie diaphysaire de Gossal sans aucune manifestation clinique. Donc pareil, on peut avoir syndrome inflammatoire, anémie ou bien complètement asymptomatique. Le gène qui est responsable du syndrome de Gossal, c'est thromboxane synthase 1A, qui a été réputé comme un anti-agrégant plaquettaire. Ce sont des mutations perte de fonction. Il n'existe aucune anomalie plaquettaire chez les patients atteints de syndrome de Gossal, et on les a recherchés. Donc vous avez ici thromboxane synthase 1A, mutation perte de fonction, défaut de thromboxane A2 et de TXB2, et ça va probablement entraîner un excès de prostaglandine E2, puisqu'il y a une accumulation de PGH2, et ce qui explique très probablement l'inflammation. Donc mutation perte de fonction responsable du Gossal, donc thromboxane synthase 1A, sans anomalie de l'hémostase primaire, donc ça c'est très important, on n'a pas d'anomalie plaquettaire, on a un effet direct sur l'expression de RANK ligand et d'OPG, et probablement un rôle de l'excès de PGE2 dans l'anémie, l'inflammation et la condensation. Et j'ai juste mis en flash pour rappeler pachydermopériostose, ostéopathie et hypertrophie primitive et curarino, que les rhumatologues adultes connaissent bien, mais qu'on connaît un tout petit peu. Donc c'est un phénotype qui est plus sévère chez les hommes, qui apparaît souvent à l'adolescence, qui se traduit par un hypocratisme digital avec un élargissement des doigts, peau épaisse, hyperhidrose, acné, douleur, raideur articulaire. Je l'ai mis en flash parce qu'en fait, dans la pachydermopériostose et dans le curarino, ou l'ostéopathie hypertrophiante primitive, on a un excès de PGE2 qui rappelle tout à fait ce qu'on voit dans le Gossal. Et il existe deux gènes responsables de la pachydermopériostose, HGPD, qui est une dihydroxyprostaglandine déhydrogénase associée en mutation perte de fonction à un excès de PGE2, et SLCO2A1, qui est un transporteur de prostaglandine. Donc on est dans la même voie écosanoïde. Alors, on a presque fini. Deux petits flashs sur les formes dites inhomogènes. D'abord, la méloréostose. Le gène vient toujours d'être identifié. C'est sporadique, mais en fait, c'est en rapport avec des mutations présentes à l'état somatique, donc uniquement dans les tissus atteints, dans le gène MAP2K1, qui est une kinase. Donc là, la méloréostose, c'est l'aspect en coulée de bougie. Donc, vous avez une coulée de bougie de condensation osseuse. C'est très caractéristique. Donc, localisation segmentaire, un seul membre atteint. Les os du même membre ne sont pas tous atteints, mais il y a une contiguïté de l'atteinte, ce qui explique cette coulée de bougie, l'image de coulée de bougie. La présentation clinique, ça peut être trouble de la marche, asymétrie de longueur, volume du membre atteint. Donc, c'est souvent une consultation en orthopédie. Et donc, le gène qui est responsable, c'est MAP2K1, mutation somatique, donc présente uniquement dans le tissu atteint. Donc, on le trouve uniquement dans les ostéoblastes. Ces mutations sont responsables d'une activation de la voie ERK dans les ostéoblastes. Donc, ça, c'est tout récent. Donc, c'est sporadique, mosaïque somatique, donc conseil génétique rassurant, évidemment. Et puis, ostéopécilie Buschke-Ohlendorf. Donc ça, c'est souvent une découverte fortuite de radiologie, avec ces petites opacités circulaires multiples dans les régions métaphysaires, au niveau des os de la main, des os longs, du carpe, du tarse, avec une transmission autosomique dominante, isolée ou bien associée à des névis dans le cadre d'un Buschke-Ohlendorf. Et là, ce sont des mutations dans le gène LEMD3. Et on repart sur la voie de signalisation TGM-bêta et BMP. C'est souvent asymptomatique, c'est souvent une découverte de radiologie, ou bien c'est la pathologie dermatologique qui va faire évoquer le diagnostic. Donc là, on a des mutations dans l'MD3, autosomique dominant. L'MD3 est normalement un inhibiteur de la voie de signalisation TGF-bêta et BMP. Finalement, ces mutations vont permettre l'activation de la voie TGF-bêta et BMP. Alors, il y a beaucoup d'autres cas de diagnostic qu'on n'évoquera pas, qui sont souvent de la symptomatologie, de la syndromologie, avec des signes d'appel très variés. J'en ai mis quelques-uns, juste pour finir. Ici, vous avez le syndrome tricho-dento-osseux, des mutations de l'ELEX3. Ce sont des dysplasies qui sont crânio-diaphysaires avec une hyperostose corticale diaphysaire. On évoque le diagnostic sur les cheveux bouclés et sur la taurodontie, DLX3 autosomique dominant. Ici, un syndrome de Lanz-Majewski, autosomique dominant, mutation de novo, PTDS1, c'est le métabolisme de la phosphatidylsérine, exprimé spécifiquement par les ostéoclastes. Vous avez un aspect progéroïde, une sclérose du crâne, mais également une atteinte diaphysaire très importante, de très mauvais pronostic, et ce sont des mutations de novo. Et puis ici, quelques exemples de crânio-métaphysaires, avec les mutations dans la connectine 43
qui sont responsables soit du syndrome oculodentogigital, avec des ailes du nez étroites, des fentes petites, des anomalies dentaires, des syndactylies, ou bien du craniométaphysaire, autosomique récessif ou autosomique dominant. Le frontométaphysaire, filamine A, récessif lié à l'X, qui atteint les garçons et ce qui domine, c'est la saillie du rebord orbitaire que vous voyez là. Donc c'est le crâne qui fera la radio du crâne qui fera le diagnostic. Et enfin la dysostéosclérose, là encore craniométaphysaire, qui est en rapport avec des mutations dans SLC29A2, autosomique récessif, qui peut s'associer à retard mental, hépatomégalie, surdité. Donc ce n'est pas la pathologie osseuse qui permettra le diagnostic. Donc on a une série de cadres diagnostiques de syndromologie très variés où l'os aide à affirmer le diagnostic. Et je termine sur cette diapositive pour insister sur l'importance de la physiopathologie qui a finalement été assez clé pour le développement des nouvelles perspectives, en particulier dans les fragilités osseuses et dans les ostéogenèses imparfaites, avec d'une part la catepsinka, anticatepsinka et le rancligant ici ostéoclaste, et puis d'autre part toute la voie de signalisation Wnt, sclérostine, qui fait partie des nouveaux essais cliniques en cours. Voilà, je vous remercie.